plateau télévision sur la mixité. Donc j'ai le plaisir de recevoir Madame Rasty Françoise. Vous êtes déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité en préfecture de région. Madame Son Aurore, vous êtes présidente du réseau des chefs d'entreprise. Et Monsieur l'écolier Jean-David, vous êtes usager du centre social Lagarde. Tout à fait. Madame Rasty, je voudrais que vous nous expliquiez ce qu'est la mixité dans l'entreprise. On fait des signes. Donc la mixité dans l'entreprise, c'est permettre aux compétences d'émerger, d'être reconnues. C'est-à-dire que ce soit des compétences de femmes ou des compétences d'hommes. Et pour que ces compétences puissent être reconnues, on demande à travailler sur les stéréotypes. C'est-à-dire que l'on va réfléchir dans les entreprises pour voir s'il n'y a pas des différences de traitement entre les femmes et les hommes uniquement parce que ce sont des femmes ou des hommes. Pas en fonction de leurs résultats au travail, mais on va dire par exemple une jeune femme, elle peut être en maternité bientôt, donc on ne va pas lui donner la même progression de carrière, le même salaire, les mêmes primes, on ne va pas lui demander les mêmes objectifs. Et ça, quand c'est répété un peu systématiquement et quand on ne fait pas attention, ça crée des écarts entre les femmes et les hommes. Dès leur entrée dans leur entreprise, on a constaté qu'il y avait des écarts. Et donc, toute la politique de mixité dans les entreprises, c'est par des statistiques, puisque c'est pour les entreprises de plus de 50 salariés, donc plutôt des entreprises où il est difficile de surveiller la progression des carrières de chacun. Donc, c'est dans ces entreprises-là qu'on va demander des statistiques pour vérifier que les femmes et les hommes peuvent faire carrière en fonction de leurs compétences et de leur volonté aussi. Voilà. Je crois que cette mixité repose sur une loi. Oui, alors il y a eu pas mal de lois. Il y a eu des recommandations, on est passé à des sanctions parce que les lois n'étaient pas forcément suivies des faits, on pourrait dire. Donc là, il n'y a pas encore beaucoup de sanctions, mais effectivement, quand on constate des discriminations, des écarts dans cette gestion de carrière entre les femmes et les hommes, l'inspection du travail peut demander à l'entreprise soit de résoudre les problèmes, de résoudre ces écarts, de les diminuer, soit effectivement il y aura une sanction pénale. Donc c'est pas très vieux. On n'a pas encore beaucoup d'exemples, mais le simple fait qu'il y ait des sanctions possibles, ça a changé les mentalités dans les entreprises. Est-ce que vous pensez que les entreprises jouent réellement le jeu ? Alors oui, grosso modo, ce qui se passe, c'est que dans les grandes entreprises, quand on dépasse 100, 150 salariés, il est difficile de se rendre compte s'il n'y a pas des discriminations indirectes, c'est-à-dire s'il n'y a pas des personnes qui restent un petit peu à l'écart, qui n'ont pas les mêmes droits aux formations, les mêmes droits à l'évolution de carrière, aux progressions de salaire, à l'égalité salariale. Donc, par les statistiques, on voit ces écarts et ensuite on peut les corriger. C'est difficile en tant que salarié de prouver qu'on est discriminé. Je peux avoir les diplômes, je peux avoir toutes les compétences, mais vers qui je me retourne si je me sens discriminée ? Alors à ce moment-là, vous avez les services de ressources humaines qui sont là pour écouter, pour vous donner, pour répondre à ces questions-là. Et puis, si ça se passe pas, si ça c'est pas suffisant, il faut passer avec les syndicats, puisqu'en général, les syndicats sont aussi là pour surveiller l'évolution des carrières et travailler sur les stéréotypes. Et quand c'est encore plus avéré, il y a l'inspection du travail, on peut se retourner et à faire appel à des juristes, à des spécialistes pour discrimination.
Vous avez les défenseurs des droits aussi, la HALD, on en a beaucoup parlé, la HALD qui est spécialisée dans la prise en compte des discriminations directes, individuelles. Dans les entreprises, souvent, on n'a pas que les discriminations indirectes. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a des personnes qui sont discriminées volontairement, c'est la méchanceté, on pourrait dire. Donc ça, c'est évidemment du domaine pénal direct. Par contre, des fois, il y a des systèmes qui font qu'il y a des catégories de population ou de salariés qui sont discriminés. Par exemple, quand on met en place des formations pour des gens qui travaillent à temps plein et que les autres y ont moins droit. D'accord ? Comme on sait que parmi les salariés qui travaillent à temps partiel, il y a une majorité de femmes, du coup, les femmes n'ont plus accès à ces formations. Et donc, ça crée des discriminations indirectes. C'est-à-dire que c'est la même loi, la même recommandation qui s'applique à tout le monde, mais comme on n'est pas tous égaux, tous les salariés n'ont pas les mêmes statuts dans l'entreprise, et on crée des discriminations indirectes. C'est très intéressant. Dans la fonction publique aussi, dans l'administration, c'est la même chose. On a maintenant l'obligation d'avoir des statistiques, de surveiller les progressions de carrière et de lutter contre les discriminations qui apparaissent. Voilà. Madame Son, vous êtes présidente donc d'un réseau de chefs d'entreprise au féminin, chefs au féminin. Pourquoi avoir créé ce réseau ? Alors, le réseau des femmes chefs d'entreprise existe depuis 1945. Donc, il a été créé après la guerre en France et 1950 à Marseille. Donc, il était un peu en sommeil depuis 3 ans et on l'a recréé à Marseille, en effet. Et on se rend compte qu'il y a vraiment un besoin de la part des femmes d'intégrer des réseaux féminins, puisqu'il y a plus d'une quinzaine de réseaux féminins à Marseille, donc pour les femmes et les professionnels. Et la vocation de ce réseau femmes chefs d'entreprise, comme vous dites, puisque dans la langue française dit qu'il faut féminiser les titres, donc c'est chef 2FE. Donc, le réseau des femmes chefs d'entreprise a pour vocation de rassembler des femmes qui sont chefs d'entreprise au cadre supérieur, déjà pour les sortir de leur isolement, mais aussi pour les sensibiliser et faire de la pédagogie pour qu'elles prennent des mandats dans des instances paritaires, dans des institutions pour qu'il y ait plus de mixité. Donc, en fait, le fait d'avoir ces femmes qui sont entre elles, on va pouvoir faire en sorte de les présenter pour qu'il y ait plus de mixité, que ce soit dans les conseils d'administration ou dans les instances économiques. Donc, chambre de commerce, au conseil des prud'hommes, puisqu'il y a aujourd'hui 45% de femmes qui travaillent, 30% de femmes qui sont chefs d'entreprise, donc c'est quand même pas rien en Europe, et 10 à 15% de femmes qui sont dans des conseils d'administration. Donc ça veut dire qu'ils nous représentent. Donc il y a un gros travail à faire, et une loi, il y a la loi Copé-Zimmermann qui a été votée, qui va être en application en 2017, qui veut que chaque institution ou les conseils d'administration ait 40% de femmes administratrices. Donc nous, on a ce rôle-là d'aller identifier des femmes pour les accompagner, faire en sorte qu'elles soient présentes et donc que les 45% de femmes qui travaillent soient bien représentées et trouvent du coup leur juste place. Est-ce que c'est plus difficile pour une femme d'être chef d'entreprise ? Alors, je ne sais pas si c'est... Alors, moi, j'ai un métier, je travaille en relations publiques. Il y a des femmes et des hommes, je ne sais pas si c'est... En tout cas, il se dit que... Moi, je le vis peut-être moins, mais en tout cas, c'est sûr que pour plusieurs femmes, la difficulté, c'est la conciliation de vie privée et vie professionnelle. Donc, il y a des gros enjeux là pour pouvoir gérer sa vie professionnelle. Maintenant, moi, j'y arrive, j'ai des mandats, je suis impliquée dans des associations, j'ai un enfant et je m'en occupe très bien, donc c'est possible aussi. En tant que chef d'entreprise, pensez-vous être plus sensible aux questions de mixité dans le recrutement des salariés ?
J'ai vécu 8 ans en Angleterre et 2 ans au Canada. Donc, ils sont beaucoup plus avancés sur ce qui est de la parité, que ce soit dans le monde professionnel ou à la maison, puisque moi, j'ai eu un boss quand j'avais 22 ans, donc ça remonte un peu. C'était lui qui partait à 5 heures parce que sa femme avait un grand poste et c'est lui qui devait aller chercher les enfants à la garderie. Donc, j'ai vécu ça et c'est vrai que quand je suis rentrée en France il y a 7 ans, j'étais un peu choquée. Maintenant, je vois quand même du changement, que ce soit dans des réseaux de dirigeants dont je fais partie, où je vois des changements, ne serait-ce parce que nos vies privées changent. Et aujourd'hui, ou même avec la garde alternée, par exemple, il y a de plus en plus d'hommes qui sont contraints de plus s'occuper, ou contraints où ils en ont envie. Et non, mais ils en ont envie aussi. Je le souligne. Donc, ils s'en occupent plus. Donc, ils sont plus conscients de la réalité des femmes. Et donc, eux-mêmes, étant dirigeants, ont une réalité avec leur staff qui est différente. En ce qui me concerne, j'ai eu dans mon entreprise des hommes. J'ai eu même un associé homme et j'ai vraiment pas eu, en tout cas je pense, c'est eux qui pourront le dire, mais de traitements différents. Que ce soit dans les salaires, même avec mon associé qui était plus âgé que moi, donc plus d'expérience, on se payait absolument la même chose et ça n'a traversé l'esprit de personne. En tout cas, il a vraiment pas essayé, il savait qu'il n'en était pas question, mais que ce soit différent. Ceci dit, je dois quand même les clichés et la culture à son importance et je me suis vue en train j'ai remarqué que quand même j'ai eu des petits réflexes d'avoir une approche différente à un moment donné avec des femmes ou avec des hommes et je me suis vite corrigée. Mais donc dans la culture, on a encore des ancrages très forts, mais ce qui est important c'est d'en prendre conscience pour faire attention. Comment faites-vous pour appliquer la loi sur la mixité dans votre... Alors moi j'ai une petite entreprise, donc c'est vrai que je me suis moins concernée par la loi qui concerne le plus d'entreprises, le plus de salariés. Aujourd'hui, les gens que j'ai embauchés, ça a toujours été par compétences. J'ai pas pris des hommes. Quand j'ai eu des hommes, je les ai pas pris parce que j'avais trop de femmes, je les ai pris parce qu'à ce moment-là, c'était eux qui avaient les compétences. Donc aujourd'hui, je ne fais pas de différence. Et vraiment, et pourtant, je travaille en communication et en relations publiques qui sont des métiers où dans les clichés sont assez féminins. Moi, je ne dirais pas qu'il y ait des compétences féminines ou masculines différentes, en tout cas dans mon métier, c'est sûr. C'est pareil. Ça dépend aussi peut-être des secteurs d'activité. Alors, est-ce que c'est un cliché ? Est-ce que c'est un cliché ? Aujourd'hui, dans les filières, vous remarquez dans les filières littéraires, il y a plus de femmes que d'hommes. Évidemment, je regardais un peu les chiffres ce matin et Françoise pourrait plus nous en parler. Mais d'ailleurs, dans ce petit livret, il y a des beaux schémas. C'est sûr que dans le numérique, par exemple, il manque cruellement de femmes. On manque cruellement de femmes. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire dans les formations ou dans le BTP aussi, pour accueillir les femmes ou les encourager à venir. L'inverse est vrai aussi, que ce soit chez les infirmiers ou dans des métiers dits plus féminins. Je pense qu'il y a les mœurs, il y a la formation. Et il y a aussi au sein des formations, comme on le voit aussi dans des instances économiques ou dans des conseils d'administration, il y a aussi comment on reçoit les femmes quand elles viennent, ou les hommes, l'inverse est vrai aussi. Donc tout ça va faire une différence à un moment donné. D'accord. Il y a peut-être aussi... il y a une évolution des mentalités dans certains métiers, se féminisent. On voit quand même de plus en plus de femmes sur les chantiers. On voit de plus en plus de femmes conductrices de bus. On en voit dans la police. Souvent, les patrouilles, elles sont mixtes maintenant. Là, en ce moment, il y a des opérations de recrutement dans la sécurité avec l'Euro 2016, enfin bref, donc ils ont besoin de femmes spécifiquement parce qu'ils ne peuvent pas confier les mêmes missions de sécurité aux femmes et aux hommes. Et donc, il y a quand même des métiers qui évoluent favorablement où on voit de plus en plus de femmes. Voilà. Donc ça va dans le bon sens. D'accord. Donc, Monsieur Lécollier, voilà, je voudrais que vous nous parliez de votre parcours professionnel. Justement, en vous écoutant, ça me ravit certaines choses. On m'a demandé de vous raconter un petit peu mon parcours. Moi, ça fait 20 ans que je suis animateur sur Marseille. J'ai commencé en 98 avec des maternelles, avec des PMI et des 2-6 ans. Et j'ai un gros souvenir, c'est que
il y avait quand même une certaine réticence et de mon institution, c'est des personnes qui m'embauchaient, de me prendre en tant que garçon et aussi des parents, parce qu'ils m'ont pris quand même. Mais après les parents, je ressentais quand même, le matin, on me confiait pas les enfants, ou on me demandait pas, c'est pourtant moi qui les gardais toute la journée. C'est quelque chose qui m'a marqué, et où le soir on allait voir les femmes. Je pense même le matin, quand on arrivait, on me les confiait pas directement. Il y avait une réticence. Aujourd'hui, j'ai continué à me former dans l'animation, j'ai été diplômé, tout ça. Je recherche un emploi et ces derniers temps, j'ai passé des entretiens d'embauche. Et il y a des secteurs où on m'a carrément dit c'est une femme qu'on veut, surtout dans les centres sociaux, là dernièrement, et où les femmes ont, j'allais dire la mainmise, je sais pas, mais où on a plus de mal à donner du travail à un homme aujourd'hui. Voilà. Pourtant, j'ai aussi d'autres expériences professionnelles. J'ai été secrétaire médicale, c'est des choses qui me reviennent, et où j'ai été avec plus de 20 femmes. J'étais le seul homme, et on faisait des listings, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y avait, j'ai le souvenir dans ce laboratoire du regard des femmes envers moi, et c'était quand même quelque chose, c'était particulier. Le milieu des secrétaires, c'était un monde de femmes quand même aussi, quoi. Voilà. Mais j'y suis resté, j'ai évolué d'ailleurs. Ouais. Hein, ça va changer, il ne faut pas lâcher. oui, voilà. Donc actuellement, vous êtes en recherche d'emploi. Tout à fait. Est-ce que vous ressentez aussi une discrimination par rapport au poste que vous cherchez? Comment ça se passe là par rapport aux employeurs qui vous reçoivent? Alors, je vais être franc. La dernière réponse que j'ai pu avoir, c'est qu'il y avait 2 femmes devant moi, et ce sont elles qui ont été prises. On m'a dit, mais ça m'a été dit quand même clairement. Je pense que il y a certains secteurs sociaux, j'allais dire, où il y a plus de femmes dans certains milieux du public, et on préfère mettre des femmes à ces endroits-là. Mais moi, je pense qu'il faudrait plus de mixité, et justement, je me bats là-dessus pour aussi faire venir les hommes dans ces secteurs adultes, dans les centres sociaux. On voit beaucoup de femmes sur Marseille. Les hommes, c'est un peu plus difficile. Je connais des centres sociaux où il n'y a pas d'hommes du tout. Ils ne viennent pas. Et j'aimerais faire évoluer tout ça. Voilà. C'est une question de mentalité. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire évoluer tout ça? J'ai entendu dernièrement qu'il y a eu une journée porte ouverte justement sur des travaux dits masculins, donc porte ouverte pour les femmes et inversement. Est-ce qu'il faudrait plus d'initiatives comme celle-là? Alors la formation, évidemment, ça va faire la différence, mais l'éducation, ce que vous faites ici aujourd'hui avec les citoyens, de sensibiliser, de montrer des exemples et d'en parler, d'en débattre, c'est important. Et l'éducation, moi j'ai un petit garçon de 9 ans, et des fois il tient des propos sexistes, je ne sais pas d'où il les sort, enfin, j'ai une petite idée, mais si je ne suis pas là, si nous, avec nos enfants, ou dans les réseaux où on est, ou dans les entreprises, on ne dit pas ce qu'on pense, on ramène pas et on pointe pas les clichés, mais sans agressivité, mais juste parce que des fois les gens ne se rendent pas compte qu'ils font de la discrimination. Ça m'arrive souvent d'en parler à des hommes, ils disent je rigole, et puis après ils disent mais en fait tu avais raison, mais c'est tellement ancré entre eux qu'ils s'en rendent plus compte. Donc juste en ramenant, en remontrant, en faisant de la pédagogie, et surtout en formant nos enfants, nos garçons et nos filles, là, je pense que être sensible à ça, et dans les deux sens, hein, parce que vous l'avez dit, hein, la discrimination se fait dans les deux sens, on arrivera à faire la différence. Je suis optimiste. Petite question, avez-vous ressenti par rapport aux hommes que vous embauchez une certaine, des difficultés à se faire commander par une femme? C'est une question qui m'est venue quand je vous ai écouté tout à l'heure. Moi, je commande pas, je gère. Oui, mais... oui, bien sûr. Oui. Alors, j'ai senti de leur part de la difficulté, mais de l'admiration aussi, beaucoup. Mais moi, j'ai vécu l'inverse. C'est qu'à un moment donné, ayant eu un homme dans mon entreprise associée, alors que c'est moi qui avais créé l'entreprise, qu'il est venu que quelques mois, j'ai moi vécu de la part de mes clients ou de mon entourage une discrimination où tout d'un coup, c'était lui, le chef. Ouais. Et ça fait tout drôle. Mais je l'ai vécu, la discrimination, je l'ai vécu là, et je l'ai vécu quand je suis rentrée en France avant de créer mon entreprise, j'ai cherché un emploi. Et j'avais des super compétences et j'ai passé dans une très grande boîte à Marseille 5 entretiens d'embauche. Et quand ils se sont rendus compte que j'avais un bébé de 1 an, et ils m'ont dit mais comment vous allez faire? Vous avez un bébé, mais c'est pas possible. Et pour moi, en plus qu'il venait du Québec, mais c'était d'une violence de me faire dire, alors que le papa de mon fils finissait à 6h et qu'on pouvait avoir des nounous, d'entendre ça, c'était extrêmement violent pour moi. Et alors, ce qui a été, si je peux me permettre de le dire, parce que ça a été une belle satisfaction, c'est que 2 ans plus tard, la personne qui m'a dit ça, elle a voulu postuler à mon agence de relations publiques.
Je vous remercie les uns et les autres d'avoir Merci. participé à ce plateau. Et je vous propose de nous retrouver pour un prochain plateau.